Salut à tous, aujourd'hui on va voir les Fairwell Gaps. On va commencer par voir c'est quoi les Fairwell Gaps, comment est-ce que ça se forme et comment est-ce qu'on peut les utiliser sur les marchés. On verra par la suite le vocabulaire de la Smart Money lié notamment aux Fairwell Gaps. Et enfin, on verra d'autres configurations semblables aux Fairwell Gaps qui pourraient vous être utiles et surtout comment les différencier des Fairwell Gaps. Alors, lorsqu'on parle de Fairwell Gaps, on a besoin de 3 bougies. C'est une configuration qui se fait en 3 bougies. On aura donc une première bougie qui va se former, une seconde et puis une troisième. Nous allons donc nous intéresser au plus haut et au plus bas des différentes bougies. Si on prend les Fairwell Gaps, il y aura des Fairwell Gaps sur les marchés haussiers et également des Fairwell Gaps sur les marchés baissiers. Si on considère ici que nous sommes sur un marché baissier, on a donc ici notre plus bas de cette bougie et ensuite on a le plus haut de cette bougie qui ne se touche pas. C'est cet intervalle, c'est cette différence d'intervalle qu'on va appeler les Fairwell Gaps. À l'inverse, lorsqu'on n'a pas cet intervalle-ci, lorsqu'on va avoir une bougie, là nous avons une bougie, cette première et cette troisième bougie sont jointes, comme vous pouvez le constater ici, les deux bougies sont jointes, les mèches viennent se toucher, donc il n'y a pas de Fairwell Gaps. Ici, c'est l'inverse. Là, on constate que la première bougie et la troisième bougie ne se touchent absolument pas. Donc, l'intervalle qu'il y a entre les deux est tout simplement appelé un Fairwell Gap. C'est ça qu'on va appeler les Fairwell Gaps. Également, si nous sommes sur un marché haussier, on aura également cette différence. Donc, sur les marchés, on observe tout simplement cette différence-là. Là, nous avons notre première bougie, nous avons le plus haut et ici, nous avons notre troisième bougie et on observe le plus bas dans le lot de la troisième bougie. On constate que le lot de la troisième bougie ne touche pas le high de la première bougie. Et donc là, nous avons une configuration en Fairwell Gaps, tout simplement. Allez, si on essaye de regarder sur les marchés, on va également se rendre compte que nous avons des Fairwell Gaps partout. Nous sommes ici sur l'euro-dollar en 15 minutes. Là, nous avons notre plus bas, nous avons le lot. Nous sommes ici sur une accélération baissière, donc nous avons ici le lot de cette bougie qui est notre première bougie. Et on va observer le high de la troisième bougie. On constate tout simplement qu'il y a un écart entre le low et le high. Donc là, le low de la première bougie ne vient pas toucher le high de notre troisième bougie. C'est ça qu'on va appeler tout simplement un Fairwell Gaps. Ça, c'est un Fairwell Gaps. Également, si on regarde, on va se rendre compte qu'il y a des Fairwell Gaps un peu de partout. Là encore, nous avons un Fairwell Gaps. Ici, nous constatons que le plus bas ici de notre première bougie ne revient pas toucher ici le plus haut de notre troisième bougie. Également, ici, c'est un Gaps. On constate également qu'il y a des zones où il n'y a pratiquement pas de gaps comme ici. Voilà, là il n'y a pratiquement pas de gaps. Donc on constate tout simplement qu'il y a des Fairwell Gaps. D'aucuns peuvent peut-être plus importantes, plus grandes que d'autres, mais il y en aura à peu près partout, à peu près à chaque niveau. Ici également, on constate qu'il y a un petit Fairwell Gaps ici. Donc, ce qui nous intéresse lorsqu'on a des configurations en Fairwell Gap, c'est le plus haut et le plus bas des bougies. Du moins, le plus haut de la première bougie et le plus haut également de la troisième bougie. On va donc différencier cela qu'on soit dans un marché haussier ou baissier. Donc, je vais faire un rapprochement direct avec le jargon ICT, notamment le vocabulaire ICT pour que vous puissiez mieux comprendre. Je me permets d'interrompre un instant cette vidéo pour vous parler d'un constat. Plus de 80%, soit 88,4% des personnes qui regardent notre chaîne et qui sont émerveillées par nos contenus ne sont pas abonnés à notre chaîne. On va donc faire un petit deal. Si vous avez déjà regardé une de nos vidéos, si vous avez trouvé qu'une de nos vidéos vous a été utile, alors je vous invite à vous abonner pour nous motiver, pour qu'on puisse produire un contenu toujours plus qualitatif. Et si vous avez regardé notre chaîne et que vous n'avez pas trouvé cela intéressant, je vous invite à me mettre en commentaire ce que vous avez trouvé inintéressant et on pourra modifier cela si possible pour pouvoir produire un contenu toujours plus qualitatif. Nous sommes d'accord? On retourne à la vidéo et mettre des noms sur ces différentes configurations. Donc, on en aura deux exactement. On a le busy et le CB. Alors, tout simplement, le busy, c'est le buy side imbalance, sell side inefficiency. Et le CB, c'est le sell side imbalance, buy side inefficiency. Ça se comprend très simplement.
On va donc adosser le concept de busy lorsqu'on trouve des imbalances dans les configurations haussières et on va adosser le concept de CB lorsqu'on trouve des imbalances dans les configurations baissières. Tout simplement, sell side imbalance, buy side inefficiency. Pourquoi est-ce qu'on va parler de buy side inefficiency? Inefficiency tout simplement parce qu'il y a une différence majeure du nombre d'acheteurs par rapport au nombre de vendeurs sur les marchés. Le faible gap va tout simplement être causé par cela. Lorsqu'on va constater sur les marchés qu'il y a une différence accrue des vendeurs par rapport aux acheteurs ou bien des acheteurs par rapport aux vendeurs, on aura des configurations en imbalance. Si nous sommes sur un marché baissier, nous avons les sell side imbalance et nous aurons les buy side inefficiency. Tout simplement, ça veut dire qu'il y a un manque d'acheteurs. Donc, on a un manque d'acheteurs et c'est pourquoi tout simplement on aura ici le high de notre troisième bougie qui ne parvient pas à revenir toucher le low ici de notre première bougie. Donc, il y a un manque d'acheteurs sur le marché, d'où on va dire buy side inefficiency. Donc, là, dans les configurations en tendance baissière, on aura tout simplement les zones de faible gaps qui vont être appelés des sell side imbalance, buy side inefficiency. Donc, tout simplement, il y a des vendeurs, mais il y a un manque d'acheteurs. Il y a un surplus de vendeurs par rapport au nombre d'acheteurs. C'est ça qui va donc nous causer la formation de l'imbalance. Et si nous sommes sur une configuration baissière, on va appeler ça un CB. À l'inverse, on aura les busy dans les configurations en tendance haussière. Donc, nous aurons tout simplement le buy side imbalance et sell side inefficiency, buy side imbalance, sell side inefficiency. Et là, nous aurons tout simplement la formation de ce trou qui est en réalité causé par un surplus d'acheteurs par rapport aux vendeurs. On a tout simplement une augmentation excessive du nombre d'acheteurs par rapport aux vendeurs qui cause donc cet écart entre les acheteurs et les vendeurs de la première et de la troisième bougie. Donc là, on constate tout simplement que ici, dans cette zone-ci, c'est une zone où le marché peut revenir pour trouver un peu plus de vendeurs et pouvoir prendre de la liquidité pour aller chercher un peu plus haut. Donc tout simplement, on vient de mettre les noms sur ces différentes configurations. En l'occurrence, ici, si nous sommes sur une configuration en tendance baissière, on va appeler tout simplement cela les busy, sell side imbalance, buy side inefficiency. Et si nous sommes sur une tendance haussière, les faible gaps qu'on va retrouver seront tout simplement les buy side imbalance, sell side inefficiency. C'est important de retenir ces deux concepts parce que ça va nous permettre de donner des noms aux différents imbalances qu'on va retrouver sur les marchés. Ici, par exemple, nous avons un faible gap qui s'est formé ici et ce faible gap est tout simplement un CB. C'est un CB parce que nous sommes sur une tendance baissière. On a également ici un imbalance qui s'est formé à ce niveau et là, c'est plutôt un busy. Buy side imbalance, sell side inefficiency. Si on continue sur le marché, vous allez vous rendre compte très vite qu'on a des imbalances un peu de partout. Les imbalances vont également se former sur les marchés parce que les institutions vont prendre de la liquidité. Lorsque les institutions viennent prendre de la liquidité, en l'occurrence ici, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Si vous ne comprenez pas de quoi je parle lorsque je trace cette ligne en parlant de liquidité, je vous invite par là même à regarder nos vidéos sur les liquidités, sur les concepts de liquidité et vous comprendrez mieux de quoi je parle ici. Donc là, nous avons eu une prise de liquidité par les institutions et par la suite, nous avons eu une accélération haussière. Effectivement, lorsqu'on a pris de la liquidité, on a liquidé pratiquement tous les vendeurs qu'il y avait sur les marchés et à ce niveau, le mouvement haussier peut effectivement commencer. Et puisqu'il n'y a plus de vendeurs, puisque les vendeurs ont pratiquement tous été liquidés, vous comprenez tout simplement pourquoi on va parler de sell side inefficiency, parce qu'il y a un manque d'acheteurs sur les marchés. C'est pourquoi après la formation, après cette prise de liquidité, cette accélération haussière cause très facilement des imbalances. On va revenir sur le vocabulaire. Je pense que jusque-là, tout va bien, ça se comprend très bien. Et on va prendre le deuxième mot de notre vocabulaire. C'est qui veut tout simplement dire conséquence encroachment. Le conséquence encroachment est très simple à comprendre. C'est tout simplement les 50% de notre zone de faible gaps. Si nous sommes ici sur notre faible gap. Si on retrace, si on utilise le retracement de Fibonacci, ici, on va aller de là, du plus haut ici à là. On va se rendre compte tout simplement que notre CE sera tout simplement les 50% du retracement de Fibonacci. Là, nous avons notre CE. Notre CE, c'est tout simplement les 50% du retracement de Fibonacci.
à ce niveau. L'importance du consequence encroachment est très simple. Lorsqu'on a la formation d'un consequence encroachment, on peut s'attendre à ce que, avant que le mouvement ne continue à accélérer à la baisse ou bien à la hausse, en l'occurrence ici à la baisse puisque nous sommes sur une tendance haussière, que le retracement qui va revenir combler notre zone d'imbalance revient tout simplement dans les 50% là avant de continuer à la baisse. Donc, le consequence encroachment est une zone, c'est le milieu de notre zone de fair gaps qui est le point préférentiel où le marché va souvent chercher à revenir. Alors, le marché ne reviendra pas forcément à ce niveau. Le marché peut revenir juste à ce niveau, voire légèrement au-dessus. Mais la zone de 50%, elle reste une zone préférentielle et ça s'appelle le consequence encroachment. J'espère que jusque-là, le vocabulaire, ça tient parce que on va devoir évoluer comme ceci. Bien, il y a un autre mot qui est souvent utilisé, tout simplement les IFVG, qui sont tout simplement les Inversal Fair Value Gaps. Les Inversal Fair Value Gaps s'expliquent également très simplement. Lorsqu'ici, nous avons la formation d'un Fair Value Gaps comme ceci, comme je le disais, on peut avoir un retracement qui va revenir tout simplement dans la zone des 50% comme ceci, avant une continuation baissière comme ceci. Mais dans les Inversal Fair Value Gaps, on va constater plutôt un autre mouvement. Là, nous n'aurons pas un bon retracement dans les Inversal Fair Value Gaps. Par contre, on aura une cassure. Lorsqu'on aura une cassure de notre zone de Fair Value Gaps comme ceci, une cassure avec une clôture au-dessus, notre zone de Fair Value Gaps n'est tout simplement plus valide parce qu'elle a été cassée. Par contre, elle peut se transformer en support ou en résistance selon que nous soyons sur du CB ou du BZ. Si nous sommes sur du CB, nous aurons tout simplement après la cassure notre zone de Fair Value Gaps qui pourra se transformer en zone tout simplement de support sur les marchés. Et si notre zone se transforme en zone de support, on pourra avoir un mouvement de retracement qui va revenir à l'intérieur avant une continuation plutôt haussière. Donc, vous constatez que lorsqu'on a une cassure, c'est là qu'on va parler de IFVG qui sont tout simplement des Inverted Fair Value Gap. Donc là, nous avons un Inverted Fair Value Gap parce qu'après la cassure, nous avons plutôt un mouvement inverse. Également ici, si nous avons une cassure ici, au lieu d'avoir une cassure, un retour dans la zone des 50%, nous avons une cassure qui revient ici, causer tout simplement un IFVG. On pourra également avoir un retracement qui va revenir dans notre zone de Fair Value Gaps qui cassé est devenu résistant sur les marchés et là nous aurons une continuation baissière. Donc c'est ce que veut dire lorsque vous allez voir sur les marchés IFVG des Inverted Fair Value Gaps. C'est lorsque le Fair Value Gap a été cassé et ça s'est transformé tout simplement en zone de support ou de résistance. Avant de voir les différences qu'il y a entre les différentes configurations dans le jargon Smart Money Concept, je vais déjà vous montrer comment est-ce que moi, personnellement, j'utilise les Fair Value Gaps. Ici, par exemple, nous avons notre zone ici de Fair Value Gaps qui s'est formée ici. Moi, je vais attendre qu'on ait un retracement dans cette zone-là. Donc, je vais attendre d'avoir un retracement dans cette zone-ci avant de prendre position. D'aucuns vont l'utiliser autrement, c'est-à-dire après avoir eu ici la formation de ce Fair Value Gaps, d'autres vont plutôt essayer de vendre sur le marché et de viser cette zone de Fair Value Gaps comme ceci. Moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure façon de l'utiliser parce qu'on ne peut pas savoir après combien de temps est-ce que notre zone de Fair Value Gaps viendra être comblée. Quoi qu'on sache que notre zone de Fair Value Gaps finira par revenir être comblée, mais on ne sait pas après combien de temps. Donc, il est préférable plutôt d'attendre que le marché revienne effectivement dans notre zone de Fair Value Gaps avant de pouvoir prendre position avec un stop loss légèrement en dessous. Et là, on aura un meilleur target parce qu'on commencera à viser tout simplement les plus hauts du marché. Alors oui, lorsqu'on a la formation d'une zone de Fair Value Gaps, ça peut prendre du temps avant de revenir être comblé, voire pas du tout. Ici, par exemple, nous avons eu une grosse cassure. Nous avons, au lieu de revenir combler, probablement des annonces économiques qui sont revenues ici, plutôt casser notre zone de Fair Value Gaps. Et là, on ne pouvait tout simplement plus prendre position sur ce Fair Value Gaps-ci parce que ce n'était plus valide du tout. Lorsqu'on a une cassure comme ceci, lorsqu'on a une cassure comme ceci, ce style de cassure, c'est tout simplement des liquidations. Là, on a liquidé notre zone de Fair Value Gaps qui n'est plus existentielle et on n'aura tout simplement plus besoin de prendre position à ce niveau. C'est pourquoi je conseille souvent de ne pas mettre des positions en attente juste parce qu'on a vu des zones. Il vaut mieux mettre plutôt des alertes et lorsque vous allez voir que votre alerte a été déclenchée, vous allez sur les marchés pour regarder comment est-ce que ça a été déclenché et puis vous refaites une petite analyse avant
de prendre position. Vaut mieux identifier plutôt qu'anticiper. C'est ce que j'ai pour habitude de dire. Donc, on va continuer. Là, par exemple, nous avons ici une autre zone de Fair Gaps. Constatez ici qu'on a une autre zone de Fair Gaps qui s'est formée ici. À la suite de quoi, ce mouvement est revenu combler notre zone de Fair Gaps avant de retracer à la hausse et revenir chercher de la liquidité plus bas pour former cette autre zone de Fair Gaps. Ici également, ce qu'on va constater, c'est qu'on a eu également ici la formation de notre zone de Fair Gaps. Voilà, le marché est revenu dans notre zone de Fair Gaps ici, donc on aurait pu prendre position à ce niveau. On aurait pu prendre position à ce niveau avec un stop loss là, en dessous du niveau des Fair Gaps et targeter tout simplement les plus hauts. Je rappelle que nous sommes ici sur du 15 minutes, donc il est toujours nécessaire de raffiner. Lorsque par exemple vous avez mis une alerte à ce niveau qui vous dit que voilà, le marché est revenu jusqu'à toucher votre zone de Fair Gaps, vous pouvez tout simplement entrer sur le marché et raffiner sur de la lower time frame pour voir réellement les configurations de bougies qui puissent vous permettre d'entrer facilement sur les marchés. Donc, soit, même si on ne raffine pas dans cette vidéo, je vous conseille quand même de raffiner. Si vous ne savez pas comment raffiner, quelles sont les théories qui permettent de raffiner et trouver le bon point d'entrée, mettez-moi tout simplement tout cela en commentaire et je vous ferai une vidéo sur la fractalité des marchés financiers, ce qui va vous permettre de savoir comment raffiner vos positions pour prendre les meilleures possibles. On va à présent aller finir avec cette vidéo en vous montrant, en vous parlant des différences qu'il existe, ok? Nous avons ici quelques différences. On a les FVG qui sont également des imbalances. Donc, en réalité, si vous entendez parler de Fair Gap et d'imbalance, c'est la même chose. Par contre, si vous entendez parler de volume imbalance, ce n'est plus la même chose. Et également, le GAPS, nous allons faire une vidéo particulière pour les GAPS et je ne vais pas être très profond lorsque je vais parler des GAPS ici, mais nous ferons une autre vidéo pour les GAPS. Là, nous avons tout simplement les Fair Gaps. Alors, la différence, elle est simple. Hein? Lorsque nous avons les Fair Gaps, comme je le disais, c'est déjà une formation qui se fait avec 3 bougies, contrairement aux 2 autres. Les imbalances se font avec 3 bougies. Donc, on aura tout simplement la première bougie qui ne revient pas toucher la 3e bougie. Donc, il y aura des inefficiences. Ici, nous aurons tout simplement les volumes imbalance. Alors, les volumes imbalance, c'est tout simplement des gaps. OK, mais des gaps qui sont revenus être comblés avec des mèches. Si je retire ces mèches comme ceci, vous constatez que le volume imbalance n'a en réalité rien de différent du gaps. Par contre, dans le volume imbalance, nous constatons que les mèches sont revenus combler tout simplement l'intervalle qu'il y avait, l'intervalle qui constituait le gaps. Alors, effectivement, vous avez déjà compris le gaps. Le gaps, c'est tout simplement lorsque le lot de la précédente bougie ne revient pas toucher le high de la seconde bougie qui va se former. Il y a donc un saut sur les marchés, il y a une absence de cotation sur les marchés, ce qui va causer tout simplement ce gap, c'est un saut sur les marchés. Le gap peut se faire à l'achat comme à la vente sur une tendance haussière comme sur une tendance baissière. Nous avons pris ici l'exemple d'une tendance baissière dans nos 3 configurations d'exemple, mais vous pouvez les retrouver également dans les configurations tendance haussière. Donc, voilà la différence qu'il y a entre ces 3 appellations, imbalance, Fair Gaps, volume imbalance et puis les gaps. On va donc s'arrêter là pour cette vidéo. Si le contenu t'a plu, je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. On a également un mentorat sur Telegram, donc je t'invite à cliquer dans le lien en descriptif pour nous rejoindre dans notre canal Telegram si tu en as envie, où on partage effectivement des analyses, on partage également notre expérience et c'est totalement gratuit, donc n'hésite surtout pas à nous rejoindre de ce côté-là également. On va donc se quitter ici et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, portez-vous bien et que Dieu vous garde.